Bonjour à tous, c'est Yasmine Elisabeth du Carbet des Sciences. Je suis ravie de vous retrouver, toujours dans le cadre des aires marines éducatives. Aujourd'hui, on va parler des conséquences du changement climatique sur le milieu marin. Comme d'habitude, je vous propose un petit sommaire avant de passer au vif du sujet. Donc, on va d'abord se demander ce qu'est le climat. On va ensuite parler du changement climatique pour bien comprendre ce que c'est. On va ensuite parler des mécanismes afin de les comprendre et comprendre aussi les interactions avec les écosystèmes. Et ensuite, on va se concentrer sur les conséquences du changement climatique sur le milieu marin en parlant de l'acidification des océans, du blanchissement des coraux et de la gélification. On va ensuite terminer ensemble sur la transition écologique et énergétique. Donc, qu'est-ce que le climat? Eh bien, le climat est un ensemble de phénomènes météorologiques et atmosphériques qui est contrôlé par de nombreux paramètres physico-chimiques. Donc, ces paramètres physico-chimiques, donc physiques et chimiques, ça peut être l'humidité, la pression atmosphérique, la température, mais c'est aussi la circulation atmosphérique et océanique. Donc, le climat varie également naturellement grâce à des paramètres astronomiques et géologiques qu'on appelle paramètres de Milankovitch. Donc ces paramètres sont un petit peu compliqués à vous expliquer, mais on va se concentrer sur le fait que grâce à ces paramètres, la Terre peut passer d'une ère glaciaire, donc vraiment développement des calottes polaires, beaucoup de glace, donc très froid, à une période interglaciaire, donc une période un peu plus chaude avec fonte des glaces. Donc le climat dépend des gaz à effet de serre ou GES. Donc dans ce cas-là, on parle d'effet de serre naturel, qui est un phénomène qui provoque l'élévation de la température à la surface de la Terre. Il faut savoir que grâce à l'effet de serre naturel, la température moyenne de la Terre est de 15 degrés. Et sans ces effets de serre-là, on aurait une température moyenne de la Terre de moins 18 degrés. Donc si la Terre aurait des températures à moins 18 degrés, ça n'aurait pas permis le développement de la vie, par exemple. Et pour comprendre l'effet de serre, je vous ai mis le petit schéma à gauche. En fait, l'effet de serre, c'est quoi? Vous avez des rayonnements solaires et les gaz à effet de serre qui sont contenus dans une couche au niveau de la troposphère. Donc ces gaz à effet de serre, c'est le CO2, la vapeur d'eau H2O, le méthane CH4, mais aussi le diazote N2. Donc ces gaz à effet de serre vont former une couche et cette couche sera plus ou moins opaque au rayonnement émis par la Terre. Donc vous avez des rayonnements solaires qui sont réfléchis au niveau de la surface de la Terre, mais vous avez aussi la Terre qui émet ses propres rayonnements. Et les gaz à effet de serre, en fait, ils vont venir bloquer l'échappement de ces rayonnements. Il y aura bien sûr un petit peu qui va partir dans l'espace. Et ceux qui seront piégés par la couche de gaz à effet de serre vont être réfléchis de nouveau vers la surface de la Terre. Et ça va permettre de garder cette température de surface. Donc maintenant qu'on a compris un petit peu le climat et ses mécanismes, on va s'intéresser au changement climatique. Donc on parle bien de changement climatique et non de réchauffement. C'est dû à une augmentation drastique de la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère due aux activités anthropiques ou activités humaines. Donc dans ce cas-là, on parle d'effet de serre additionnel. Donc l'effet de serre additionnel augmente une augmentation de la température et puis ça engendre aussi un ensemble de réactions en chaîne. Donc les réactions en chaîne sont nombreuses. Vous avez par exemple la fonte des glaces au pôle. Donc la fonte des glaces amène à une élévation du niveau de la mer. Il faut savoir que les îles de la Caraïbe, mais aussi les Antilles, font partie des territoires les plus impactés par le changement climatique puisqu'ils sont entourés d'océans. Vous avez aussi depuis 60 ans une augmentation de la température atmosphérique au niveau des Antilles qui s'est augmentée d'environ 1,5 degré et qui va continuer à augmenter. Donc on se dit que c'est très peu, sauf que ça va avoir aussi des incidences sur les phénomènes de sécheresse et les phénomènes cycloniques qui seront beaucoup plus violents. Vous avez également au niveau des journées, on aura des journées beaucoup plus chaudes et même des nuits, on aura des nuits beaucoup plus chaudes avec des températures d'environ 25 degrés voire plus. Donc, comment comprendre l'effet de serre additionnel? Eh bien, avec ce schéma, l'effet de serre additionnel, c'est vraiment dû aux activités anthropiques, donc les usines, les voitures, l'agriculture, etc. Vous avez énormément de relargage de gaz à effet de serre, surtout de CO2,
Et ce qui va se passer, c'est que la couche de gaz à effet de serre va s'épaissir. Et comme elle s'épaissit, donc les rayonnements qui sont réfléchis et émis par la Terre, donc il y aura de moins en moins qui vont pouvoir s'échapper vers l'espace. Et donc lorsqu'ils seront réfléchis de nouveau vers la surface de la Terre, ça va amener à une augmentation de la température beaucoup plus importante. Donc les eaux marines seront beaucoup plus chaudes. Donc, avant de passer aux différentes conséquences, il est important de comprendre aussi le cycle du carbone. Parce que le cycle du carbone est lié également à la température et au changement climatique. Donc, je vous ai parlé juste avant des eaux plus chaudes. Donc, j'ai décidé de vous présenter le schéma suivant où j'ai décomposé la Terre en plusieurs compartiments. Donc, on a l'hydrosphère, c'est tous les milieux liquides, tout ce qui est eau, la mer, les rivières, mais aussi les glaces, puisque c'est de l'eau congelée. On a la biosphère, tout ce qui est les êtres vivants, hein, la faune, la flore. On a l'atmosphère, donc l'atmosphère, l'air, tout simplement. Et puis, on a la lithosphère. Donc, la lithosphère, c'est vraiment les couches solides de la Terre, aussi bien lithosphère continentale et lithosphère océanique. Et puis, on a des sous-composés, donc les sols, qui proviennent de la dégradation de la lithosphère continentale par la biosphère, par la matière organique. Et puis, on a les énergies fossiles qui peuvent être puisées et dans le milieu continental et dans le milieu marin. Et donc, vous avez représenté en rouge les différentes émissions de carbone. Donc, dans le milieu continental, le volcanisme rejette du carbone. La combustion des énergies fossiles, donc lorsqu'on utilise le pétrole pour les voitures, etc., les usines, etc., c'est de la combustion où ça favorise un relâchement du CO2 et donc du carbone dans l'atmosphère. Et puis, vous avez aussi la respiration qui est faite par les plantes le soir, mais aussi par nous-mêmes. Nous-mêmes, on inspire de l'oxygène et on expire du CO2. Donc, tout ça amène à un relargage de CO2. Et puis, en vert, vous avez des mécanismes de piégeage du CO2 et donc du carbone. Donc, la photosynthèse, c'est l'inverse de la respiration. Les plantes photosynthétiques vont vraiment utiliser le carbone et relarguer de l'oxygène. Donc, c'est surtout fait en journée. Vous avez également les processus de fossilisation, sédimentation. Donc, la sédimentation, c'est au milieu continental, c'est lorsque vous avez des couches de particules qu'on appelle sédiments qui vont s'empiler les uns sur les autres à cause de l'érosion, etc. Fossilisation, lorsque vous avez des organismes qui meurent et puis qui se retrouvent piégés dans ces sédiments, puis dégradés et qui donneront des énergies fossiles. Également dans le milieu marin, mais les milieux marins, la sédimentation, c'est aussi lorsque vous avez des petites particules, par exemple des matières fécales des poissons, du calcaire, etc., qui va décanter, donc tomber jusqu'au fond océanique. Et puis, il y a un phénomène très important, donc dissolution, précipitation. Donc, tout ça est fait à partir des organismes qui synthétisent leur squelette calcaire grâce au CO2 dissous par les océans dans les océans. Et donc, lorsque la température augmente, les eaux sont plus chaudes. Il faut savoir que le milieu marin, lorsque les eaux sont froides, ça favorise la dissolution du CO2 dans les eaux froides. Et bien, lorsque la température augmente, les eaux sont plus chaudes et donc ça diminue la capacité de l'océan à dissoudre le CO2. Et ça va impacter les organismes calcaires également. Donc, on verra ensuite ensemble en quoi ça va les impacter. Et il faut savoir que depuis la quantité de gaz à effet de serre et de CO2 a augmenté dans l'atmosphère depuis l'ère industrielle, depuis 1850. Et on est passé de 200 millions de tonnes de gaz à effet de serre par an à 29 milliards de tonnes. Donc, c'est vraiment énorme. Donc, on continue et on va parler d'acidification des océans. Donc, l'acidification, il faut faire attention. C'est pas que l'océan va devenir acide, on pourra toujours se baigner, l'océan ne sera jamais acide. Mais en fait, il faut comprendre par exemple l'échelle du pH. Le pH, donc le potentiel hydrogène, c'est un contexte d'acidité, d'ion, etc. C'est un petit peu compliqué, mais gardez en tête que le pH varie de 0 à 14 et que de 0 à 7, on parle d'acidité et de 7 à 14, on parle de basique. Et donc, l'océan est basique puisque
son pH se trouve à 8,3. Seulement, à cause du changement climatique, le pH de l'océan est passé de 8,3 à 8,1. Donc, on dit qu'il s'acidifie. Et la conséquence première est surtout par rapport aux organismes calcaires, donc les organismes qui vont synthétiser leur squelette à partir du CO2 dissous, ils vont avoir des difficultés à faire leur squelette. Donc on parle de biocalcification lorsque ces organismes font leur squelette. Donc ils vont avoir des difficultés et ils vont dépenser plus d'énergie pour pouvoir synthétiser leur squelette calcaire. Donc ils vont dépenser plus d'énergie, ils seront encore plus fragiles et la fragilité de ces organismes peut entraîner leur disparition, mais également un déséquilibre de la chaîne alimentaire parce que ces organismes-là ont leur importance dans la chaîne alimentaire. Par exemple, on voit ici différents types d'organismes, donc on va parler de gauche à droite. Donc tout à gauche, vous avez ce qu'on appelle foraminifères, à squelette calcaire, bien sûr. Donc ces animaux micrométriques peuvent être soit benthiques ou planctoniques. On a ensuite, juste à côté, le Coccolithophoridés. Donc c'est vraiment des micro-algues qui ont plusieurs plaques et ils font partie de la base de la chaîne alimentaire. Grâce au Coccolithophoridés, c'est vraiment l'élaboration de la craie qu'on utilise pour écrire au tableau. En troisième position, on a le ptéropode. Donc c'est un petit gastéropode qui est aussi au sommet de la chaîne alimentaire puisque ce gastéropode nourrit les baleines, mais aussi le saumon. Et puis vous avez l'oursin, le lambi ou encore les coraux. Donc tous ceux-ci font de la bioconstruction, font leur squelette calcaire et ils sont en danger à cause de l'acidification des océans. Pour vous permettre de comprendre, je vous propose l'expérience suivante. Donc on a un morceau de corail mort, bien sûr, un petit verre. Donc on va mettre notre corail dans le verre. Et puis, il nous suffit d'avoir un petit peu de vinaigre. Et donc, lorsqu'on met le vinaigre sur le corail, donc on en met. Je mets suffisamment pour vous montrer un petit peu l'effet que ça a. Donc là, j'en ai mis quand même pas mal. Et là, je vais vous mettre un petit peu plus près. Vous voyez des bulles. Et en fait, le vinaigre est constitué d'acide citrique. Et vous voyez que ça fait des bulles. Tout simplement que ça dissout le squelette calcaire du corail. Et en fait, l'acidification, c'est à peu près pareil. Vous pouvez refaire l'expérience chez vous si vous le souhaitez. Et c'est une très bonne expérience pour comprendre ce que peuvent subir les organismes marins. Donc, ils auront du mal à synthétiser leur squelette, ça va leur demander plus d'énergie. Il y a un risque qu'ils disparaissent et ça va créer un déséquilibre de toute la chaîne alimentaire. Donc, c'est vraiment un gros impact, aussi bien pour ces organismes que pour l'homme. Donc, on va continuer avec le blanchissement des coraux. Donc, le blanchissement des coraux, qu'est-ce que c'est? Donc, avant d'aller dans le vif du sujet, on va comprendre ce qu'est un corail ou un polype. Donc, sur la photo de gauche, vous avez un polype. Et les polypes vivent en colonie et construisent leur squelette calcaire pour former ce qu'on appelle un corail. Donc, ici, vous avez un polype avec en symbiose la zooxanthelle. Et le polype est de couleur transparente, mais la zooxanthelle lui confère une petite couleur marron. Et on parle d'endosymbiose corail-zooxanthelle. Pourquoi? Parce que sur l'image de droite, en fait, la zooxanthelle va fournir au corail ou au polype des nutriments et de l'oxygène de 70 à 90%. Et en échange, le polype va fournir une protection, mais aussi des déchets métaboliques. Donc, ça peut être des nutriments également à la zooxanthelle. Donc, comme je vous le disais, c'est la zooxanthelle qui donne sa couleur au polype. Seulement, à cause du réchauffement climatique, donc les eaux sont plus chaudes. Et les eaux chaudes, si celles-ci sont à une température de 29 degrés pendant une période rallongée sur un peu plus d'un mois, ça va créer un stress chez le corail. Et le corail va expulser la zooxanthelle et ça va compromettre ainsi la symbiose.
Lorsque le corail a expulsé la zooxanthelle, celui-ci n'a ni nutriments ni oxygène et va finir par mourir. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi le blanchissement des coraux, puisque lorsque le polype expulse la zooxanthelle, eh ben, il est blanchi. Et vous avez un très bon exemple ici sur cette photo. Par exemple, en février, on peut voir que le corail était en bonne santé. Hein. Et puis au mois de juillet, le mois le plus chaud, donc les océans, les eaux sont chaudes à une température de 29 degrés pendant plus d'un mois. Le corail a expulsé la zooxanthelle. Et puis au mois de janvier, le corail finit par être mort, mais il sert de support aux algues. Mais il faut savoir que les algues ne sont pas forcément bonnes pour les écosystèmes. Parfois, elles peuvent être un petit peu toxiques. Donc, vous avez en bilan un exemple de blanchissement des coraux. Et puis, on va continuer ensemble avec la gélification. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, la gélification, c'est avec les eaux chaudes. Cela favorise la prolifération des méduses. Les méduses ont une structure un petit peu gélatineuse, donc c'est pour ça qu'on dit gélification. Mais il n'y a pas que les eaux chaudes qui favorisent la prolifération des méduses. En fait, vous avez une surexploitation du poisson due à la surpêche. Et cette surexploitation conduit par exemple à la pêche accidentelle, par exemple de tortues luth, et à la surpêche de thon. Donc la tortue luth et le thon sont des espèces prédatrices de la méduse. Et donc lorsque vous avez de la surpêche et de la pêche accidentelle, on a une diminution des espèces prédatrices et ça favorise déjà la prolifération des méduses. Mais en plus, si on a un phénomène de réchauffement climatique et d'apport de nutriments beaucoup plus massif, eh bien, la prolifération des méduses va vraiment considérablement exploser. Et c'est ce qu'on appelle la gélification. Et donc, nous avons fini sur acidification, blanchissement des coraux et gélification. Maintenant, on va se concentrer sur la transition écologique et énergétique. Donc, je vais vous dire tout simplement qu'est-ce que c'est. Ça correspond tout simplement à un nouveau mode de consommation, de production, de travail et de mode de vie pour réduire nos impacts négatifs sur l'environnement. Donc, vous avez toute une série d'éco-gestes que vous pouvez appliquer à la maison pour diminuer vos impacts sur l'environnement. Vous pouvez par exemple participer au tri sélectif, vraiment trier le bac marron, bac gris, bac jaune, etc. Vous pouvez également éviter de jeter des sachets plastiques, puisque la tortue luth confond le sachet plastique avec la méduse, elle peut en mourir, donc ça favorise la diminution des espèces prédatrices pour les méduses et donc augmente la gélification. Au niveau de la température, par exemple, vous pouvez diminuer votre consommation énergétique également, en évitant par exemple de mettre la clim, favoriser le ventilateur ou l'utilisation d'éventails. Vous avez toute une série d'éco-gestes que vous pouvez appliquer chez vous. Et ma question, c'est tout simplement si vous avez des idées pour éviter les gaz à effet de serre et surtout éviter les impacts négatifs sur l'environnement. Donc, bien sûr, je vous propose 4 vidéos à visualiser que vous pouvez voir en dessous dans le descriptif